mesdames et messieurs, à cette nouvelle page d'information sur la télévision Shekina. De plus en plus présents dans les quartiers de la capitale, les voleurs à la tire ne cessent de s'imposer. Les populations exposées de jour comme de nuit interpellent les autorités compétentes à prendre des mesures nécessaires pour que la quiétude regagne les cœurs. Retrouvons Sabrina Kundi Penda et Fleury Asiondo dans ce reportage. Régnant en maître absolu dans plusieurs quartiers de la capitale gabonaise, les voleurs à la tire ne cessent de gagner du terrain. À toute heure de la journée comme de la nuit, il devient difficile pour les Librevillois de circuler librement sans courir le risque de se faire prendre son sac ou son téléphone portable, que l'on soit en voiture ou à pied. Les quartiers les plus visés sont entre autres Plein Ciel, Nzengayon, Akebe, Kingele et Kembo, pour ne citer que ceux-là. Qu'est-ce qui serait à l'origine de cette dérive observée chez les jeunes? Voilà une question à laquelle n'a pas manqué de répondre Cédric, un jeune Gabonais. Le chômage déjà, la pauvreté qui sévit déjà dans nos pays. Donc les jeunes, ils manquent de distraction. Les jeunes sont obligés de se lancer dans de telles activités pour au moins s'occuper. Pour plus d'une personne, certains parents seraient en partie responsables de ces comportements observés. Un adage qui dit qu'ils volent un œuf, volent un bœuf. Parce que forcément, ces enfants-là commencent à la maison chez eux, chez leurs parents. Et les parents ne punissent pas, ne sévissent pas assez profondément pour que les enfants essayent de limiter ce genre de comportement-là. Pour Lionel Obamdon, la mise en place des brigades anti-vol contribuerait largement à éradiquer ce phénomène. La seule solution en serait d'éradiquer complètement ce système-là, ce style de vie-là. Parce qu'aujourd'hui, ça n'honore personne. Donc moi, personnellement, ce que je proposerais aux autorités, peut-être s'ils n'en ont pas assez d'équipement ou bien des bras valides, qu'on engage des brigades anti-vol à la tire, c'est-à-dire dans les quartiers, avec des chefs de quartier et un peu des gars qui sont dans ces quartiers-là, de bonne volonté, pour éradiquer effectivement ce système-là qui nous embête tous. Sachant que tout acte de violence pourrait avoir de lourdes conséquences pour les personnes qui s'y adonnent, les jeunes sont aujourd'hui invités à faire preuve de maturité et de responsabilité. Poursuivons, parler cette fois-ci des inondations devenues légion dans la capitale économique qui trouvent leurs origines dans l'incivisme des populations et ce malgré les efforts des autorités municipales. Reportage. Au terme des grandes averses qui se sont produites le week-end dernier sur la cité de l'Or-Noir, certains citoyens ont reproché à la municipalité de n'avoir pas pu bien curer les canaux de la ville. Pour ce riverain qui a également été victime de ces inondations avec sa famille, il estime que les populations ont elles-mêmes leur part de responsabilité. Ce qui gêne un peu dans le caniveau là, c'est les toilettes. Les toilettes qui sont en bordure de caniveau, les maisons qui sont en bord de caniveau. L'engin a commencé par l'avant, il a voulu continuer vers Sainte-Thérèse là-bas, mais hélas, on a les toilettes qui sont là, il y a les maisons, on ne peut pas casser. Voilà, c'est comme ça que l'eau remonte chez nous. Les fûts, les seaux, les touques de peinture, les matelas, et voilà, ça gêne le passage des eaux. Des conduites inciviques dénoncées par ce conducteur d'engin du service technique de la mairie de Port-Gentil qui n'a pas pu accéder à certains endroits il y a 3 semaines. Les gens conçus au bord du canal alors que la mairie demande aux riverains de laisser 7 à 6 mètres pour que les engins puissent accéder. Ce sont les difficultés que je rencontre depuis que je suis sur le terrain. Le message de sensibilisation, c'est que les riverains doivent comprendre que tout, ce n'est pas seulement l'État qui doit faire. Nous-mêmes aussi, nous causons notre souffrance. Pourquoi? Parce que quand on vient avec les engins sur le terrain, au bord du canal, on ne peut pas accéder. On fait comment? On retourne. Maintenant, la faute à qui? Est-ce que la faute est à l'État? Non, ce n'est pas l'État. C'est aussi nous-mêmes qui nous rendons un mauvais service. C'est ça. Il faut que la population puisse comprendre qu'ils doivent permettre à la mairie de travailler dans les normes. Mais là, on ne peut pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'accès. S'il n'y a pas l'accès, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas un miracle. Il y a qu'à casser. Maintenant, quand on casse, c'est le problème. Alors, moi, j'ai risqué ma vie samedi dernier. Je me suis retrouvé dans le canal parce qu'il fallait esquiver une barrière. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Les conséquences du week-end dernier devraient amener les Port-Gentillais à changer de comportement. Nous
restons à Port-Gentil. Parler cette fois-ci de cet élan de solidarité envers les victimes de l'incendie survenu au quartier 3 Filao qui ont reçu des produits de première nécessité venant de plusieurs bienfaiteurs. Retrouvons à nouveau nos confrères de Média Plus. La solidarité à l'endroit des victimes de l'incendie du 5 février dernier au quartier 3 Filao dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil aura suscité des réactions au-delà de la cité pétrolière. La présente cérémonie de remise de produits de première nécessité, appareils électroménagers, literie, fournitures scolaires a été rendue possible grâce à l'implication des entreprises citoyennes et administrations que sont la Sogara, la Gatour, la CDC, le FNAS, le PRAG et l'association AGEV, dans un esprit de partage prôné par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La République ne vous a pas oublié. Le président de la République, son excellence Ali Bongo Ondimba, a toujours dit qu'il sera heureux lorsque les Gabonais seront heureux. Ce que nous faisons cet après-midi, c'est simplement un geste de solidarité des fils de ce pays, parce que nous sommes un seul pays et nous sommes un et indivisible. Au-delà de l'action d'un groupe de cadres de la République, c'est un message à la promotion de l'unité entre fils d'une même nation. La solidarité qui constitue le socle de la cohésion sociale et nationale n'a pas d'ethnie ni de couche sociale. Elle doit concerner tous les citoyens sans exception. Nous marquons notre responsabilité en tant qu'acteurs du changement en posant des actes concrets pour contribuer à une meilleure égalité des chances entre tous les Gabonais. Chaque action, aussi petite soit-elle, compte. Au nom du gouvernement, Patrice Sontina, gouverneur de Logo-Maritime, dira son satisfait. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, sensibles à l'angoisse et à la désolation de ses compatriotes, vous êtes aujourd'hui à leur côté pour manifester à votre tour votre compassion, votre amour, votre élan de cœur traduit la solidarité de la nation entière. Au nom du gouvernement de la République, je vous remercie pour votre action indispensable et remarquable. Recevant son lot des mains des donateurs, l'un des sinistrés n'a pas caché son émotion. Nous avons tout perdu, on était vraiment perdus. Dieu a touché vos cœurs, vous êtes venus à notre assistance. Je bénis encore l'Éternel une fois pour ce don. Sitôt informé d'un autre cas d'incendie intervenu cette fois au 4e arrondissement au quartier dit Samanguier, avec un peu plus d'une dizaine de familles sinistrées, ces cadres sont également allés leur apporter leur soutien. La grève se poursuit devant la primature en même temps que d'autres actions dites fortes seront bientôt effectives. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale que le bloc syndical de la première seconde a tenu ce matin au piquet de grève. C'était en présence d'Arnomba Bokun. Sous les arbustes jouxtant les limites de la primature, à l'extrême gauche de l'entrée principale des services du Premier ministre, les membres du bloc syndical de la première seconde ont ajouté au piquet de grève qu'ils observent depuis plus d'une semaine l'Assemblée générale, au cours de laquelle plusieurs points transversaux de l'administration publique gabonaise ont été évoqués sous la coupe de la colère des syndicalistes nés du mutisme qu'ils accusent le gouvernement d'observer. Pour le bloc syndical de la première seconde, dont je suis l'un des membres, d'étudier les questions de l'heure, parce que nous avons finalement compris que malgré les efforts qui sont faits dans les départements sectoriels, communication par exemple, fonction publique par exemple, ministère de l'économie aussi, mais le Premier ministre lui-même n'a jamais fait aboutir un projet transversal qui engage l'administration publique depuis qu'il est au poste. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à faire ce petit rappel à l'Assemblée pour que la décision soit finalement prise. Parce que notre préavis avait été déposé le 8 janvier 2018. Et nous sommes restés aujourd'hui sans suite, ni favorable ni favorable. Alors, à cet instant-là, nous constatons, pour le déplorer, que le silence du Premier ministre est interprété comme une acceptation à la grève. Une acceptation à la grève. Donc, il ne nous laisse pas le choix. Il dit, oui, allez-y faire la grève. Alors, donc, il fallait aussi rappeler aux différents secteurs
qu'en 2009, 2010, 2011, M. Paul Biya-Omba a été Premier ministre. Il a fait pour l'administration publique. Il a fait payer les rappels. Il a fait l'attribution des postes budgétaires partant de 146 à 162, les 3 premiers chiffres. Après lui, il y a eu Raymond Donsima. M. Raymond Donsima a payé des rappels en vrac. Il a régularisé les situations administratives individuelles et collectives de plus de 48 000 agents. Je dis bien de plus de 48 000 agents. Et M. Donsima est remplacé à ce poste par le professeur Daniel Ononda, qui est arrivé au moment où le prix du baril de pétrole était à $30. Donc le professeur Daniel Ononda a été appelé le Premier ministre de $30. Qu'est-ce qu'il a fait avec le ministre de la fonction publique actuel et l'ancien ministre du budget? Ils ont mis en place en 2015 un nouveau système de rémunération. Donc ces 3 premiers ministres cités ont travaillé sous la pression. Et ils ont marqué leur pierre, ils ont posé leur pierre positive. Mais depuis la fin des élections 2016, avec l'arrivée au gouvernement, à la tête du gouvernement de monsieur, mon Premier ministre, mon chef de gouvernement, mon chef de l'administration gabonaise, sans grève aucune, il compte jour pour jour 2 ans, il n'a posé aucun acte positif allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses administrés. À l'exposé des questions transversales et des revendications qui y sont attachées, le bloc syndical de la première seconde a réaffirmé son ancrage à la grève dont le piquet reste pour le moment le contrebas de l'édifice de la primature, un piquet de grève qui pourrait bien se délocaliser au 3e étage des services de la primature. Ce sera à quelques coudées du numéro 2 de l'exécutif gabonais. Par l'Assemblée générale, c'est la continuité du piquet de grève, j'aurais dit à la primature, et jusqu'à la fin de cette semaine. Dès la semaine prochaine, une autre action sera envisagée. Et vous ne pouvez pas la dévoiler maintenant? L'autre action qui sera envisagée, c'est que puisque le Premier ministre mange le camembert à son bureau en haut, donc nous aussi, quand on va faire notre piquet de grève, nous n'allons plus rester dehors. Non, on va monter au 3e étage, on va le trouver là-bas, pour que les problèmes des travailleurs soient réglés. L'AG a par ailleurs soulevé les questions liées à la réforme découlant du Conseil des ministres du vendredi 23 février 2018, les réformes que n'accepte pas le bloc syndical de la première seconde, des réformes qu'il trouve contre-productives de la politique d'Ali Bongo Ondimba. Autre mouvement d'humeur, celui des enseignants-chercheurs de l'université Omar Bongo. En effet, rien ne va plus entre les enseignants-chercheurs de l'UOB et le recteur, hier représenté par le syndicat national des enseignants-chercheurs du Gabon, SNEC, et la force de réflexion et d'action pour l'enseignement supérieur, FRAP. Ils ont déclenché un mouvement d'humeur, un mouvement de grève pour obtenir le départ du recteur Marc-Louis Ropivia, auteur d'un outrage à l'endroit du corps enseignant de l'établissement. Reportage. La FRAP et le SNEC UOB ont finalement mis à exécution la menace proférée le 24 février dernier. Les 2 syndicats ont en effet lancé un mouvement de grève au sein de l'UOB, réclamant une nouvelle gouvernance de l'université sans l'actuel recteur Marc-Louis Ropivia, dont la gestion est mise à l'index depuis 5 ans et dont l'attitude ces derniers mois est à leurs yeux insultante. Ceci pour avoir demandé clarté et explication sur certaines questions financières. Lorsqu'un administratif s'inscrit dans une opération d'injure et d'outrage vis-à-vis de ses collègues, alors pour les syndicats, il n'appartient plus à notre corps. D'autre part, vous pouvez outrager les enseignants-chercheurs ou les insulter, mais lorsque vous gérez aussi très mal l'institution, alors vous ne faites plus partie de l'administratif qui est voulu par les enseignants et chercheurs. Voilà pourquoi nous avons attiré l'attention du gouvernement depuis le 24 février lors d'une communication commune avec mon collègue de la FRAP pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus de M. Ropivia comme recteur de l'université Omar Bongo. Et donc, nous demandons instamment à ceux qui l'ont mis là de prendre toutes leurs responsabilités. Nous ne pouvons pas être l'objet d'injures et d'outrages vis-à-vis des collègues, alors que les syndicats ne font que défendre leurs droits et défendre les droits des enseignants et chercheurs. Comme vous avez pu le constater, si vous avez fait un tour dans les salles, on peut dire qu'à 60% déjà, pour cette journée, les cours ont été sérieusement perturbés. Et nous attendons
une telle fermeté tant que le gouvernement ne prendra pas ses responsabilités devant une situation que nous ne pouvons plus supporter. Les syndicats assurent que jamais ce temple du savoir ne s'est porté aussi mal avec Marc-Louis Ropivia à la tête, autant sur le plan académique qu'administratif. Pour le SNEC UOB et la FRAP, il est évident que l'UOB se portera mieux sans le recteur actuel. Le ministre de l'Enseignement supérieur cédera-t-il à cette demande? Nul ne le sait, mais les enseignants n'entendent pas regagner les amphis sans que ce préalable ne soit résolu. Jusqu'au 8 novembre prochain se tient à l'Institut français du Gabon le cycle débat d'idées sous le thème « L'Afrique aux 1000 visages, des regards croisés franco-africains, un partage d'expériences, de témoignages riches de l'histoire africaine, ses mutations et ses ruptures ». Pierre Parfait Mbadikoumb. Lancé le 15 février dernier, le cycle Débat d'idées, édition 2018, se poursuit à l'Institut français du Gabon. Jusqu'au 8 novembre 2018, la salle Jean-Louis Barrault de l'établissement accueille écrivains, illustrateurs, artistes, réalisateurs, universitaires, metteurs en scène, philosophes, éditeurs, français, gabonais et africains, tous reconnus pour leur talent autant que pour leur amour du continent africain. Ils raconteront leurs aventures africaines, des échanges avec le public sur leur vision de la ville africaine, de l'Afrique nouvelle, de l'évolution de la place d'une jeunesse talentueuse souvent désœuvrée qui cherche ses voies, du livre africain et de son édition, d'une culture traditionnelle profondément opposée à une modernité mondialisée et numérisée. Mercredi 7 mars, le public assistera à une table ronde avec Catherine Kokery-Vidrovitch, Gaston Polefa et Jean-Diva Sanyama. Ce que je fais en le confrontant avec les données historiques. Et donc, l'imaginaire, c'est un domaine très intéressant sur lequel je travaille depuis plusieurs années, 2 décennies ou plus, et qui présente des éléments qui sont aux confluences des imaginaires européens, occidentaux et des imaginaires africains. Avec ces 3 auteurs, il s'agira de parler de ces changements de paradigme, de l'arrivée d'une création africaine libre et riche d'une réflexion sur elle-même. L'entrée est libre et gratuite. Le week-end culinaire et cinématographique africain vient de rendre son verdict au terme de 3 jours de compétition. Reportage. Comme il fallait s'y attendre, les lauréats du premier festival d'art culinaire et cinématographique d'Afrique, tenu à Libreville durant 3 jours, viennent d'être connus après le vote des membres du jury, composé du public, lequel a pesé en leur faveur. Parmi les lauréats, on notait un monsieur et 2 dames. L'une d'elles a notamment été primée pour la réalisation de son court-métrage dénommé Héritage. Yolande Willimon, de nationalité camerounaise, s'en tire avec un trophée, comme ses 2 autres compatriotes. Il faut toujours oser, parce qu'en osant, on apprend plus. Et ça a été une école pour moi. Je suis très contente. Elle a dit c'est pareil pour moi. J'aime bien les défis et l'aventure. Je continue la course. Pour le responsable du festival, ce fut une réussite. C'est une fierté pour nous d'arriver au terme de ces 3 jours de compétition, ces 3 jours de partage. De cinéma et de restauration africaine, 3 jours durant lesquels le Cameroun a été mis à l'honneur dans son cinéma et dans sa culture culinaire. Et les impressions sont déjà des sentiments de satisfaction personnelle pour être allé au bout de cette initiative. Comme vous savez, les initiatives, les festivals notamment, sont difficiles à réaliser dans leur première édition, et nous venons en fait de terminer la première édition avec un engouement certain, parce que pour le dernier jour on a quand même eu une très bonne participation, et notamment une grande participation de la communauté camerounaise. Pour cette première édition consacrée à l'art culinaire et cinématographique venu du Cameroun, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands
dans l'espoir que le Gabon rattrape le train qui est déjà en route pour la prochaine gare. Hors de nos frontières, d'abord en France, l'université Saint-Denis, devenue un refuge de dizaines de migrants. Selon les étudiants, cette occupation présenterait un double objectif. Reportage. Un peu à l'écart des salles de cours de l'université Paris 8 de Saint-Denis, le bâtiment A est devenu le refuge de quelques dizaines de migrants. Parmi eux, Daouda, venu de Côte d'Ivoire. Moi, mon objectif principal, c'était d'abord avoir un lieu d'hébergement et avoir accès aux études. Parce que moi, je suis étudiant en économie en master 1. Voilà, donc, si c'est possible de s'inscrire à l'université, on le fera donc, avec l'appui des camarades. Des matelas à même le sol dans d'anciennes salles de cours permettent à ces hommes venus de Guinée, d'Érythrée ou d'Afghanistan d'échapper à la morsure du froid. Les militants qui viennent en aide aux réfugiés insistent. La décision d'occuper le bâtiment a été prise en concertation avec les migrants. Une étudiante nous explique sous couvert d'anonymat que cette occupation a un double objectif. L'un, c'est de demander la régularisation et le logement pour les habitants et les habitantes de Paris 8. Et l'autre, c'est de lutter plus globalement contre les politiques migratoires européennes. À ses côtés, un jeune Tchadien. Ma famille sont tous décidés, c'est un seul frère qui est là-bas. Fait une demande d'asile, mais c'est des doubles nés. Oui, mais ils sont me renvoyés en Italie et encore, je retourne de venir ici. Une grande salle sert de cantine improvisée. On tente de faire des crêpes pendant que le riz mijote. Asna, qui se présente comme militante autonome, est là depuis quelques jours. C'est des dons de gens solidaires, tout ça, aussi bien entre étudiants, professeurs et tout, pour que ça soit plus présentable. La présidence de l'université préfère ne pas s'exprimer sur la présence des réfugiés, mais semble faire preuve d'une certaine tolérance. C'est tendu tout en étant un peu toléré, c'est un peu contradictoire, mais c'est toute la réalité des questions migratoires. En fait, on est toujours dans des situations ambiguës. On retrouve souvent des institutions comme ça qui ne sont pas dédiées, qui sont prises dans des situations qui ne devraient pas exister, mais qui existent. À Jussieu, militants et migrants ont tenté le même type d'occupation. Les discussions avec la présidence de l'université ont rapidement tourné court et les camions de CRS se sont massés devant la faculté. Les quelques réfugiés ont dû quitter les lieux discrètement pour s'engouffrer dans la bouche de métro la plus proche. Ce soir-là, ils trouveront refuge à l'université Paris 8 de Saint-Denis. En Italie, l'ancien chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, a annoncé lundi soir qu'il quittait la direction du Parti démocrate au lendemain de la défaite de son parti aux élections législatives italiennes. Reportage. Il est le grand perdant de ces élections législatives. Matteo Renzi accuse le coup et annonce dans la foulée qu'il démissionne. Il est évident que je vais quitter la présidence du Parti démocrate. Nous avons fait un travail fantastique dont nous sommes fiers, mais cette défaite est claire et évidente. Si la défaite a un goût amer pour Matteo Renzi, elle n'est en réalité pas si surprenante. Selon certains journaux italiens, en quelques mois, il est devenu l'une des personnalités politiques les moins appréciées d'Italie. Tout avait pourtant bien commencé pour le bouillonnant leader de 43 ans. Ancien maire de Florence, il est propulsé à la tête du Parti démocrate fin 2013. Matteo Renzi n'avait alors jamais siégé au Parlement ou obtenu un portefeuille ministériel. Il écarte rapidement les poids lourds de sa formation et se hisse en février 2014 à la tête du gouvernement. Ambitieux et dynamique, le jeune leader toscan promet aux Italiens d'être irréprochable et de ramener l'emploi, mais il est vite accusé de trahir ses promesses et de s'entourer uniquement de ses fidèles pour gouverner. Décembre 2016, son projet de réforme constitutionnelle est rejeté par référendum. Cet épisode le pousse alors à démissionner de son poste de chef du gouvernement. Matteo Renzi a confié qu'il sera désormais simple sénateur.
En sport, le candidat Jérôme Efonzolo est allé officialiser sa candidature hier, mardi 5, en déposant son dossier au secrétariat général de la Fédération gabonaise de football. Ulrich Sima est là pour le reportage. Accompagné de son équipe de campagne, Jérôme Efonzolo a attendu que certains poids lourds de cette élection prennent les devants pour enfin se décider en déposant son dossier de candidature au siège de la FEGAFOOT. Il a été reçu comme d'autres candidats par le secrétaire général adjoint de cette institution. À sa sortie, l'ancien arbitre UEFA a donné son point de vue sur certaines informations relatives à l'élection qui circulent dans certains médias de la place. Je suis quelqu'un qui respecte les institutions. La fédération est une institution et cette fédération a lancé un communiqué comme quoi les dossiers devaient être déposés du 22 février au 23 mars. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas le dernier jour ce sera le 23 mars. Donc, je suis largement dans les temps. Mais vous savez, un dossier, c'est important de le déposer. Vous êtes sûr que tous les éléments sont très importants que vous sachiez une chose. Les polémiques ne font pas avancer notre pays. Il faut être clair là-dessus. Plus sont polémiques, plus le pays prend du retard. Il est temps d'aller en avant. Aller en avant, c'est quoi? C'est se dire le 31 mars. Le postulant, après avoir déposé sa candidature, va désormais étendre sa campagne à l'intérieur du pays pour faire la présentation de son projet aux ligues et aux adeptes de football. En expression libre, dites-nous dans quel arrondissement se trouve le PK12. Bonjour, le quartier PK12 se trouve dans quel arrondissement? Je crois le 6e arrondissement. On a le dernier découpage du 6e arrondissement qui est avant la commune. La commune est terrible à partir de la zone de numéro. Au niveau du découpage du 6e. Le PK12, si je ne me trompe pas, le PK12 est dans le 6e arrondissement. Ouais. Moi je pense que le PK12 se situe au 6e arrondissement. Le 6e arrondissement c'est dirigé par la mairie d'Enzayon. Le 2e arrondissement. Le quartier de PK12 se retrouve dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Le PK12 se trouve dans le 1er arrondissement de la commune d'Untoum. C'est sur ce que nous refermons cette page d'information. Merci de nous avoir suivis.